Je vous souhaite la bienvenue à tous. Excusez-moi pour cette voix éraillée. Les virus ont eu raison de moi. Nous recevons cette semaine l'Association québécoise de prévention du suicide parce que c'est la semaine de prévention. Donc, les gens à la table sont les suivants. On a Laurent Garneau, donc, qui va parler pour notre région. Elle est bonne. Ensuite, Jérôme Gaudreault, qui est le directeur général de l'Association québécoise de l'Association de prévention du suicide. On a Anne Boyer, qui est auteure, entre autres, du téléroman Yamaska, qui a été donc diffusé à TVA. Et nous avons Catherine Rio, qui est la directrice des communications de l'Association nationale. Donc, en tout, ils vont vous parler peut-être une vingtaine de minutes. On va commencer par M. Garneau. Ensuite, on va y aller avec la période des questions. Je vais vous demander de lever votre main et de vous assurer que je vous vois bien pour ensuite vous nommer, pour qu'on puisse déplacer les micros. Merci, M. Garneau. Merci. Merci pour l'invitation. Écoutez, dans le cadre de la 25e Semaine nationale de prévention du suicide, sous le thème « Ensemble, on peut prévenir le suicide », et ce qu'on dit souvent aussi, c'était important pour nous. Alors, les médias sont des acteurs essentiels au niveau de la prévention du suicide. Et dans cette optique-là, depuis déjà plusieurs années, on a toujours à cœur, dans l'ensemble de la brochette d'activités, d'organiser donc des activités aussi pour essayer en même temps de mieux ensemble travailler, mieux se connaître dans nos responsabilités et pour, dans le fond, réduire le suicide. Dans ce cadre-là, il y a quelques mois, on était à l'extérieur, donc, et à un moment donné, j'ai assisté à un atelier. Et c'est un atelier qui est allé me chercher intérieurement. Et il y avait un témoignage qui était fort. Et je ne pensais pas qu'on aurait ces gens-là chez nous, et surtout pendant cette semaine-là, parce qu'on sait que les gens de l'Association québécoise de prévention du suicide, c'est une petite équipe. Ces gens-là sont vaillants, mais ils en ont pas mal lourd sur le dos. Et aussi Mme Voyer, qui a un agenda assez bien garni. Et finalement, ils ont accepté l'invitation du Centre de prévention du suicide de venir partager leur expérience, en quoi donc, les médias sont des acteurs essentiels et on va voir justement tout le processus des fois entre un projet, si on veut, d'émission et à titre de productrice avec une trentaine d'années d'expérience, comment cette dame-là, finalement, s'est rapprochée du milieu de la prévention du suicide et comment tout ça s'est transformé. C'est ce qu'on va partager, mais préalablement, parce qu'on a des fois des questions, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on a réduit à peu près du tiers le nombre de suicides malgré des périodes de tourmente économique, et le mot n'est pas assez gros. Alors, c'est pas le fruit du hasard, hein. Vous savez qu'il y a des stratégies. Et l'Association québécoise de prévention du suicide est quand même le maître d'œuvre au niveau de l'organisation de cette semaine-là, mais nonobstant la semaine, il y a toute une programmation. Mais beaucoup de gens vont dire, qu'est-ce qu'on peut faire des fois pour prévenir le suicide? On va vous ramener ça déjà avec 4 grands des axes que le directeur, donc M. Jérôme Gaudreault, va vous partager. Après coup, on cédera la parole à Mme Boyer et à Mme Rio. Donc, M. Gaudreault. Merci, Laurent. Mais d'abord, je tiens à remercier le Cercle de presse du Saguenay pour l'invitation en collaboration avec le Centre de prévention du suicide 02. Je tiens à mentionner le dynamisme et le leadership dont font preuve le Centre de prévention du suicide. Hier soir, juste pour vous donner un exemple, hier soir, on s'est rencontrés pour préparer la rencontre et puis déjà là, ils nous parlaient des projets qu'ils avaient à l'intention, puis ils nous disaient on va avoir besoin de la QPS parce qu'on veut que ces projets-là se fassent partout au Québec, on veut que ça rayonne. Donc, c'est ça la prévention du suicide. On doit aller pour qu'on puisse réussir à faire de la prévention du suicide au Québec pour réduire le nombre de suicides. On doit aller au-delà de notre mission, aller au-delà de nos territoires et travailler en concertation tous et chacun de façon à avoir le plus grand impact possible. L'Association québécoise de prévention du suicide, on est une organisation qui existe depuis 1986. Nous avons environ 150 membres. Nous regroupons d'abord des organisations qui interviennent en prévention du suicide, donc comme par exemple les centres de prévention du suicide, mais également toute organisation qui a la volonté de réduire le suicide au Québec, de ne plus perdre personne par ce moyen.
Donc, on représente également des simples individus qui ont perdu un être cher et qui veulent agir. On représente des syndicats, des entreprises, des organisations dans le réseau public. Donc, en fait, le seul point commun, je vous dirais, c'est vraiment la volonté de réduire le suicide. Notre mission est à 3 volets. D'abord, d'informer, sensibiliser la communauté et les élus à l'ampleur du problème. Donc, on fait des rencontres médias, par exemple, comme celle-ci ce matin, pour parler des statistiques, pour parler de prévention. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a présence d'idées suicidaires chez quelqu'un, quand nous ou quelqu'un de notre entourage a des idées suicidaires. Donc, on communique beaucoup les moyens de prévention. Et on a aussi à sensibiliser les élus qui ont la possibilité, qui ont les moyens d'agir, donc qui ont plus de moyens. Donc, on travaille beaucoup de ce côté-là. Le deuxième volet de notre mission, c'est de mobiliser la communauté. Donc, par organiser des événements, comme par exemple la Semaine de prévention du suicide, qui est un événement de sensibilisation, de mobilisation sociale qui vise à faire connaître les ressources d'aide aux personnes vulnérables, mais aussi à mettre en mouvement les citoyens, les organisations qui ne veulent plus perdre d'être chers. Donc, par exemple, cette semaine, partout au Québec, dans toutes les régions, il y a des activités qui sont organisées, des distributions d'épingles, c'est important pour moi, de l'affichage dans les lieux publics. Il y a des gens qui organisent des soirées de levée de fonds, des soirées gala, de façon à mobiliser les gens autour de cette cause. Et finalement, on travaille également à former les intervenants. Donc, on est mandaté par le ministère de la Santé pour déployer des formations qui vont venir en aide aux gens qui souhaitent prévenir le suicide. Donc, ces formations-là sont à plusieurs échelles. On en a une qui s'adresse à l'ensemble des citoyens, qui s'appelle la formation Sentinelle, qui s'adresse aux gens, dans le fond, qui sont sensibilisés par la cause puis qui veulent savoir comment reconnaître les signes menant au suicide dans leur entourage et qu'est-ce qu'on doit faire si jamais quelqu'un montre ces signes-là. Donc, depuis 2007, environ entre 13 et 15 000 personnes ont reçu cette formation-là. On est aussi mandataire de la formation « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide des bonnes pratiques », qui est une formation qui s'adresse vraiment aux intervenants qui prennent soin des personnes vulnérables. Donc, partout au Québec, les gens interviennent auprès des personnes suicidaires de la même manière, avec les mêmes outils, les mêmes techniques. Donc, ce qui permet d'uniformiser le discours et faire en sorte que tout le monde utilise les meilleures pratiques. Depuis 2011, au-dessus de 13 000 intervenants ont été formés à l'aide de cette formation-là sur l'ensemble du territoire du Québec. C'est un scoop en passant, ce que vous avez, c'est pas encore sorti, ces statistiques-là que vous venez de recevoir. On a une vision, c'est celle de bâtir un Québec sans suicide. Vous me direz, c'est un objectif très ambitieux, mais on y croit fermement. On y croit parce qu'on a identifié les mesures essentielles et efficaces qui nous permettent de réduire le suicide. On a d'ailleurs publié le plaidoyer des mesures essentielles et efficaces en 2013, qui identifie 10 mesures qui ont démontré leur efficacité. Et nous, on est convaincus que si un jour un premier ministre ou un ministre de la Santé se lève un matin en disant à partir d'aujourd'hui, on va faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir de façon à ce qu'on ne perde plus aucune personne par suicide au Québec. Mais on est convaincu que si on donne les moyens nécessaires à appliquer ces ressources-là dans l'espace d'une génération, on va être capable d'éradiquer le suicide au Québec. Comme je disais, les gens nous trouvent ambitieux, mais si je peux me permettre un parallèle, au début des années 80, on perdait 1500 personnes par année avec des accidents sur la route. Et c'est à ce moment-là que la société québécoise au complet s'est mobilisée pour faire de la sécurité routière une priorité. Donc, il y a eu énormément d'argent qui a été investi dans les campagnes de sensibilisation. Souvenez-vous des campagnes sur l'alcool au volant, la courtoisie, la vitesse. On a légiféré, on a restreint l'action de façon à ce qu'on puisse changer les comportements et les mentalités des Québécois sur la route. 30 ans plus tard, on est passé de 1500 décès sur la route à 400 décès sur la route selon les dernières statistiques. C'est une très belle réussite et ça continue. Mais nous, on est convaincus que si on applique ce modèle-là à la prévention du suicide, on va être capable d'arriver sur une même période au même résultat. Mais pour y arriver, c'est pas juste l'affaire de la QPS, c'est pas juste l'affaire des centres de prévention du suicide ou du réseau de la santé. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est l'affaire de tous. Hein. C'est pas juste, on a tous la capacité individuellement d'intervenir afin de prévenir le suicide. Donc, je parlais des politiciens tantôt qui ont les moyens de légiférer et de déterminer les priorités de santé, mais c'est aussi le citoyen qui veut agir dans sa communauté, le grand-père qui se préoccupe de sa famille, l'infirmière dans son école qui est attentive au comportement des élèves, le travailleur dans son usine qui suit une formation sentinelle. C'est aussi le journaliste qui va couvrir le phénomène du suicide de façon sécuritaire. On a tous un rôle à jouer face au suicide. On doit se positionner personnellement. À la QPS, on est souvent interpellé par des gens, des individus qui nous disent « Bien, moi, je suis prêt à faire quelque chose, j'aimerais m'impliquer, mais je ne sais pas par où commencer. » Donc, on a publié ce document-là
qui est dans le fond, qui présente les 4 sphères de mobilisation, d'action pour prévenir le suicide. Je ne sais pas, Laurent, si tu souhaites qu'on le distribue. Donc, dans le fond, on identifie les 4 sphères où quelqu'un peut agir dans son entourage, dans son milieu, de façon à prévenir le suicide. La première, c'est prendre position. Petite primeur ce matin, on invite les gens à signer la déclaration Ajouter ma voix, qui est disponible sur le site web de l'Association québécoise de prévention du suicide, de façon à se positionner personnellement pour dire que pour moi et pour les gens de mon entourage, le suicide, ça ne sera jamais une option pour mettre fin à la souffrance. Donc, petite primeur, on a dépassé cette semaine le cap des 40 000 Québécois qui ont signé cette déclaration-là, qui est en ligne depuis 2008. Il y a d'ailleurs un communiqué qui va paraître dans la fin de l'avant-midi, je pense, là, pour annoncer cette nouvelle-là. C'est une formidable nouvelle. Donc, ça veut dire, comme je disais, qu'il y a 40 000 personnes qui se positionnent. On peut aussi, par exemple, distribuer des épingles. C'est important pour moi. Ça, c'est notre outil de sensibilisation face au suicide. Depuis 3 ans, on a 150 000 personnes qui ont distribué au moins une épingle partout au Québec. Donc ça aussi, c'est un moyen de sensibiliser les gens. Vous savez, la thématique du suicide, c'est une thématique qui est quand même lourde. Les gens ne savent pas toujours par quel bout approcher ça dans leur entourage. Donc cet outil-là permet justement de dire à quelqu'un, « Écoute, t'es important pour moi, puis sache que peu importe la situation dans laquelle tu pourras te retrouver un jour, n'importe quelle difficulté que tu pourras avoir, sache que je serai là pour toi, je serai là pour t'aider. » Et ça, sans aucun compromis. On peut aussi aider un proche. Donc, par exemple, suivre une formation sentinelle pour savoir quoi faire si quelqu'un de notre entourage fait face à des idées suicidaires. De ne pas hésiter à intervenir auprès des gens. S'il y a une maxime à suivre dans le cas de la prévention du suicide, c'est que dans le doute, on ne s'abstient pas. Donc, de tendre la main, d'approcher les gens, leur dire, écoutez, je constate que ton comportement a changé, il y a quelque chose qui ne va pas, veux-tu m'en parler? Et de ne pas hésiter rapidement à poser la question, est-ce que tu penses au suicide? Ça peut être une question qui peut sembler difficile à poser, effectivement. Puis si on n'est pas à l'aise de le faire nous-mêmes, on peut peut-être demander quelqu'un dans notre entourage de le faire. Mais si la personne répond positivement, si je peux dire, à cette question-là, bien à ce moment-là, c'est bien important d'écouter sans préjugés, sans jugement, et d'accompagner cette personne-là vers les ressources d'aide. Donc, d'ailleurs, on invite les gens à contacter la ligne 1-866-APPEL, qui est vraiment la porte d'entrée au Québec pour obtenir des services en prévention du suicide. On peut aussi soutenir la cause. Donc, nous sommes des organisations, le Centre de prévention du suicide, l'AQPS, on est dans des organisations communautaires. Donc, évidemment, on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions. Donc, on invite les gens à soutenir financièrement les organisations qui interviennent en prévention du suicide. Et la dernière sphère d'action, les gens peuvent réaliser un projet. Donc, partout au Québec, des gens organisent des activités de sensibilisation dans leur milieu. Comme je vous disais, des gens vont distribuer des épingles importants pour moi, vont faire de l'affichage. Mais aussi, on est beaucoup interpellés par des gens qui ont la volonté d'agir avec les moyens dont ils disposent. Donc, on invite les gens justement à s'impliquer. Et ce qui m'amène à céder la parole à ma collègue Catherine Rioux, parce que justement, on a été interpellés par une citoyenne très engagée qui avait la volonté de prévenir le suicide, et c'est ce qui a permis d'obtenir une portée assez exceptionnelle pour la cause de la prévention du suicide. Oui. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Donc, comme Jérôme le disait, pour nous, la prévention du suicide, pour qu'elle se développe, pour rejoindre le maximum de personnes, il faut que ça dépasse seulement les professionnels et les intervenants en prévention du suicide. Donc, il y a 20-25 ans, le suicide était perçu comme un problème individuel, comme un choix individuel. C'était perçu aussi comme une fatalité. Comme on se sent impuissant, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'était perçu aussi comme un acte de lâcheté et de courage. On a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. On sait maintenant que c'est une cause sur laquelle on peut agir. On sait aussi qu'il y a moyen de prévenir, et puis que c'est un problème qui est social et collectif. Donc, pour arriver à cette transformation-là, il a fallu aussi l'engagement de citoyens. Il a fallu l'engagement de personnes, d'auteurs comme Anne Boyer, pour semer des graines, pour informer les gens, pour les sensibiliser. Donc, notre mandat à la QPS, c'est de soutenir des gens comme Anne Boyer, des gens qui ont envie de faire quelque chose, qui ont besoin d'informations,
Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Anne nous a contacté la QPS pour d'abord avoir de l'information. Donc, on a commencé notre collaboration de cette façon-là et ça a fait son chemin. Donc, pour nous, c'est important de décloisonner la prévention du suicide et vraiment d'accompagner les gens qui sont sur le terrain, des gens qui ne sont pas des professionnels et de travailler avec eux. Pour nous, c'est vraiment la façon qui va nous permettre là, d'évoluer, que les gens dans leur famille en parlent, que les employeurs dans leur milieu de travail parle de prévention du suicide. Donc, on a besoin de la collaboration là, de tout un chacun. Anne, je te passe la parole. Tu pourras peut-être mettre la table sur notre collaboration. Oui. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Merci de nous accueillir. Moi, en fait, je suis un peu comme une extraterrestre là, dans la prévention du suicide. C'est pas du tout mon terrain de jeu. En fait, là, ça a commencé il y a quelques années quand on a voulu faire, Michel Dastou et moi, avec qui j'écris Yamaska depuis maintenant 6 ans, on a voulu aborder une cause de prévention, de suicide, en fait, de tentative de suicide avec un des personnages de Jeune, le personnage de Samuel. Et au moment où on s'est dit, OK, on va faire ça, on savait déjà là, que le suicide, pour plein de gens, c'est un sujet extrêmement sensible et délicat. Et ça nous tentait pas d'arriver avec nos gros sabots pour faire n'importe quoi. Fait que juste pour comme savoir un peu comment entrer dans ce sujet-là de façon un peu plus délicate, on a décidé d'appeler la QPS. Et franchement, si vous m'aviez dit que 4 ans après, je serais ici en train de parler de prévention du suicide, j'aurais dit, bien voyons, moi je suis auteur, tu sais, dans la vie, c'est ça que je fais, j'écris des histoires. Et en fait, cette collaboration-là avec la QPS nous a menés à des endroits où on n'aurait jamais pensé aller, vraiment, là. Pardon. Donc, il y a eu évidemment, tout ça passe par l'intrigue qu'on raconte. C'est sûr que notre première préoccupation, c'est d'écrire une bonne histoire, que les gens nous suivent, puis qu'ils aiment ça, puis qu'ils soient touchés. Mais en même temps, on est des auteurs, mais on est aussi des citoyens. Puis je pense que quand on est écouté par 1 300 000 personnes à chaque semaine, on a une grande responsabilité. On ne peut pas écrire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Et c'est pour ça que notre collaboration avec la QPS a été, je pense, si importante, finalement, quand je vois ça avec le recul. Tout ce qu'on a appris, parce que tu disais tantôt, Catherine, qu'il y a 25 ans, les gens pensaient que c'était une décision individuelle. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent encore ça. Puis, franchement, avant de commencer à m'intéresser au sujet, c'est ce que je pensais aussi. Si quelqu'un décide de se suicider, c'est son affaire, ça ne nous regarde pas, c'est sa décision. Et d'avoir appris, en vous côtoyant, que le suicide, c'est pas une fatalité, pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie aussi, dans ma vie personnelle, là, pas juste pour écrire ma série. Et de savoir aussi que les gens qui se suicident, ils veulent pas mourir, ils veulent juste arrêter de souffrir, je trouve que ça change complètement la perspective. Fait que ça nous a amenés à faire des choses vraiment extraordinaires. Là. Ça a culminé avec la marche qu'on a organisée dans la ville de Granby où se déroule notre téléroman l'an passé. On a réussi à inviter 5000 personnes à venir marcher avec nous pour la prévention du suicide. C'est un des moments marquants dans ma vie. J'ai jamais vécu une affaire comme ça. 5000 personnes, parmi lesquelles beaucoup d'endeuillés, beaucoup de gens qui ont été... Moi, j'ai pas été touchée de près par le suicide. Je pense que pour s'engager dans cette cause-là, c'est pas nécessaire d'attendre que quelqu'un prenne nous l'effet. Je pense qu'on peut le faire avant que ça se passe. Moi, je crois à ça, un Québec sans suicide, pour vrai, parce que c'est pas une fatalité, parce que c'est une responsabilité collective. Ça serait le fun, effectivement, que quelqu'un en pouvoir puisse se lever puis dire « c'est terminé ». C'est pas tellement compliqué, là, tu sais, c'est assez simple comme concept. C'est dommage, en fait, mais on travaille là-dessus. Fait que donc, dans Yamaska, on a fait l'histoire de prévention du suicide dans le cas de Samuel. On a évidemment raconté l'histoire du suicide du personnage de Rachel. Quand on a raconté ça, on l'a fait avec beaucoup de soins. On a beaucoup parlé avec les gens de la QPS pour traiter le sujet, pour essayer de ne pas montrer les moyens à la télé, avoir le filet nécessaire au moment de la diffusion de l'épisode. Vous étiez là, on était là. On a plus de 115 000 fans Facebook sur la page de Yamaska. Fait que c'est beaucoup de monde qui nous suivent et il faut avoir le respect, quand on raconte une histoire comme celle-là, de pouvoir être là. Je pense que le succès de
tout ça, c'est vraiment l'accueil que nous, chez Duo, chez Yamaska, on a eu de la part de la QPS. À aucun moment, c'était vraiment une affaire d'ouverture, dans le fond, tu sais, parce que quand je disais que j'ai fait un appel, puis je suis rendue ici 4 ans plus tard, c'est vrai que c'est assez surréaliste, là. Mais à chaque pas, il y avait comme une ouverture de la part des gens de la QPS qui essayaient pas de nous dire « t'as pas le droit de faire ça » ou « faut pas que tu fasses ça ». On a vraiment fait ça dans une ouverture mutuelle. Je pense qu'ils ont bien compris ce qu'on faisait. Nous, on savait aussi qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, puis c'était vraiment une démarche commune. Et on s'est réunis plusieurs fois, on s'est vu souvent, on a discuté beaucoup pour être certain de ne pas se mettre les pieds dans les plats. Je pense pas que dans tout ce qu'on a fait, on a 100%. Je suis certaine que par moments, on a dû heurter certaines sensibilités, puis j'en suis vraiment désolée. Mais je pense par contre que le fait d'avoir parlé de la prévention du suicide, c'est un plus. On l'a fait en tout respect. Et puis, je pense que c'est un plus d'avoir... il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, hein? Ça a discuté. J'en entends parler. Bon, la marche, c'est sûr, 5000 personnes. On a eu beaucoup de témoignages des gens sur ce qu'on avait fait à la télé. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que, dans le fond, toute cette histoire, c'est vraiment une affaire de collaboration. La prévention du suicide, c'est un milieu. L'écriture télé, c'en est un autre. Mais au-delà de tout ça, on est des citoyens, puis je pense que c'est ça qui a fait il y a eu une rencontre. Parce qu'il y avait personne qui voulait dire à l'autre quoi faire. On voulait juste faire le mieux dans ce qu'on voulait faire, dans le fond. C'était comme un genre d'action commune. Il y a eu des réactions, il me semble, à ma connaissance, au niveau de votre équipe et tout ça, puis initialement. Oui, bien, je pense que, Catherine, tu pourrais raconter le cas d'Anne-Marie, entre autres, là, qui... je vais te passer ça. Dans les comédiens de cette série-là, bien, c'est sûr qu'ils ont été plongés eux aussi. Là, ils ont eu à jouer des scènes quand même difficiles. On leur a demandé, ceux qui le voulaient bien, de préparer des capsules de sensibilisation qui ont été diffusées pendant la semaine de prévention du suicide. Donc, il y a la marche, il y a des messages de sensibilisation après la série, mais il y a aussi un engagement dans les 2 dernières semaines de prévention du suicide. Et pour la QPS, bien, ça nous a permis que la cause rayonne et d'atteindre énormément de gens. Comme cause, là, on n'aurait pas pu rejoindre autant de personnes. Et même une marche comme on a fait, nous, c'était notre rêve, mais on n'avait pas tout à fait les moyens de le faire. Donc, c'est sûr que dès le départ, on a vu un certain potentiel de rayonnement, puis on trouvait ça intéressant. Mais je vais répondre à la question. Là. Je fais une petite introduction. Mais il fallait y aller étape par étape parce que le suicide, c'est quand même quelque chose de gros. Ça peut faire peur, puis ça peut être facile de se dire, OK, bien, je n'en parle pas trop. Tu sais, on l'aborde, mais pas trop. Donc, il faut y aller étape par étape pour apprivoiser la cause, apprivoiser les messages. Puis je pense que c'est ça, on s'est laissé le temps que tout ça, de s'apprivoiser aussi. Puis nous, on était très conscients de votre travail. C'était d'écrire des bonnes histoires. Fait que ça, nous, ça a toujours été très, très présent dans notre esprit que ce n'était pas des acteurs de la prévention du suicide. Vous êtes devenus des acteurs de prévention du suicide, Michel et toi. Mais dès le départ, on était très, très, très réalistes. Donc, on a fait ça, on a transmis nos messages, on a fait des recommandations. On a même été flexible sur nos campagnes. À un moment donné, quand il y a eu de l'intérêt pour la semaine de prévention du suicide, on a ajusté un petit peu nos messages parce qu'on se disait, là, il y a moyen de rejoindre beaucoup, beaucoup de gens. Et on avait, pour une semaine de prévention du suicide, j'avais discuté avec Anne-Marie Cadieux, peut-être parce qu'elle apparaissait sur notre campagne, là, sur notre campagne d'affichage. Et elle avait une certaine conception de la prévention du suicide que je respecte vraiment beaucoup. Et après tout ce processus-là, lors de la marche, elle nous a dit, ma vision a évolué. Fait que même les comédiens, même tous les gens qui ont été impliqués de près ou de loin dans dans tout ça, dans ce projet-là, bien, ça fait évoluer les mentalités. Donc, il y a eu l'information qui a été diffusée. Les gens, je pense que maintenant, savent qu'il y a de l'aide qui existe. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait qu'il y a de l'aide spécialisée en prévention du suicide. Ça, c'est pas rien. Mm-hmm. Et quand on s'est rencontrés, on a quand même fait part de nos rêves. On lui a dit, là, on rêve d'une grande marche, on rêve d'un grand rassemblement citoyen. Puis avec le temps, je pense que tu as retenu ça, hein? Puis, je pense aussi que le fait que ce soit un téléroman qui dure dans le temps, tu sais, si on fait une série qui dure 10 épisodes, on ne peut pas développer quelque chose comme ça. Un téléroman qui dure
qui va avoir duré 7 ans, là, dans le cas de Yamaska, on peut se permettre de développer les choses lentement, sans brusquer personne, parce qu'au début, il y a eu la tentative de suicide de Samuel. Dans la semaine de prévention du suicide qui a suivi, il y a 3 acteurs qui ont accepté de faire des capsules. Après ça, on a fait un site Internet pour les endeuillés, tu te souviens, avec les dessins de Samuel. En fait, on faisait comme un mélange de fiction et de réalité, ce qu'on aime beaucoup faire. L'année d'après, il y a 3 autres ou 4 autres acteurs qui ont accepté encore une fois de le faire gracieusement. Fait que, tu sais, le temps passant, c'est comme ça qu'on a réussi. On n'aurait pas pu faire une marche la première année, là, par exemple. Tu sais. Fait que la durée de la série, c'est vraiment déterminant. Carré de questions. OK. C'est juste que je vois les gens... Non, c'est correct. On peut conclure. Donc, en fait, il y a Marc Saint-Hilaire du journal Le Quotidien qui est impatient de vous poser sa première question. La prochaine personne, ce serait M. Laflamme. Bonjour, mesdames, messieurs. En fait, je vais aborder un autre sujet. Entre autres motifs pour le suicide, qui peuvent mener au suicide, il y a les fermetures d'usines, les conflits de travail. Depuis 2 ans, il y en a un qui sévit ici dans la région, celui de l'industrie de l'automobile. J'aimerais savoir si vous êtes préoccupé par ça, s'il y a des interventions qui ont été faites, puis s'il y a des appels, justement, que vous aimeriez faire par rapport à la situation actuelle. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé à la console à l'abbé. Il y a eu quelques événements dramatiques. Donc. C'est certain qu'on avait été impliqué beaucoup à la suite de la console, donc fermeture de BTP Console à l'abbé. Plus fort, s'il vous plaît. On avait effectivement fait des actions et des interventions à la suite de la fermeture de BTP Console à l'abbé. Écoutez, c'est certain que, comme organisation, on n'a pas à prendre position dans un conflit qui est malheureux, qui s'éternise et qui est perdant à peu près pour tout le monde. Il reste qu'on n'est plus que sensible et effectivement, il y a des propositions qui ont été mises sur la table et quand je pense que les gens concernés seront rendus peut-être à ce moment-là à adhérer ou encore un autre tantôt à utiliser des services, bien, je le redis, en tout cas au nom du Centre de prévention du suicide et de tous nos partenaires, on est très sensible aux événements qui fragilisent, dont des pertes d'emploi et dont des conflits qui s'éternisent. Et sachez que les gens nous appellent et on se met toujours en mode solution, c'est certain. Et on a une expertise depuis au moins 25 ans au centre au niveau de tout ce qui est en organisationnel, donc tout ce qui touche les organisations de travail. Je sais que vous êtes limité par rapport à la confidentialité et tout, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez remarqué une recrudescence des appels à l'aide depuis le déclenchement de ce conflit-là ou relatif à ce conflit-là? Moi, je ne veux pas aller spécifiquement sur un conflit, mais davantage en général, mais je vous dirais que on peut pas, dans le fond, là, c'est certain qu'on ne pourrait pas dire hors de tout doute qu'il s'agit d'un événement ponctuel ou autre. C'est certain que quand les gens font sonner le téléphone, on l'apprécie, on est toujours content parce que, en même temps, ça veut dire que probablement que toute l'éducation qu'on fait et auquel vous collaborez porte fruit. Alors, il y a des tabous qui ont tombé, il reste encore du travail à faire. Il faut toujours entretenir le mouvement. Rien n'est laissé au hasard, tout ça. Il y a des stratégies d'action, d'intervention. Il y a toutes sortes de mesures. Si on enlève des mesures puis qu'on coupe ça à la pièce ou qu'on change ça, bien, n'oubliez pas, c'est comme un casse-tête. Tu enlèves des pièces, à un moment donné, tu n'as plus de vue d'ensemble. Alors, dans ce sens-là, on continue les efforts d'éducation populaire, de conscientisation, les changements de mentalité. Je pense que les gens comprennent mieux aussi que demander de l'aide, là, c'est humain. Hein, c'est pas faible. Vous vous rappelez notre campagne « Demander de l'aide, c'est fort ». On l'a scandé longtemps. On s'adressait aux hommes. Puis peu importe l'âge, le sexe, la nationalité, tôt ou tard, on a besoin de l'aide des autres. Puis il faut s'aimer assez. Hein? Qui va prendre soin de nous autres si c'est pas nous autres qui le fait? Et c'est pas parce que ça va mal que ça va toujours mal aller. Hein? Puis si on le sait, je pense qu'on a tous connu des hauts et des bas parce qu'on existe au-delà du travail. Alors finalement, avant des fois de commettre des gestes tragiques, voire même de commettre l'irréparable, c'est important de savoir s'entourer parce que l'émotivité n'est pas bon guide, incluant quand on gagne à 6,49 ou à la loto.
faire faire, mais ensuite, j'attends Nancy Desgagnés. Je tiens à vous féliciter dans le travail que vous faites, prévention. J'aimerais revenir sur un fait que j'ai vécu dans le passé, il y a peut-être 65 ans. Et ça servait dans le temps, c'est pas d'hier, là. Pour vous montrer comment c'est évolué, le jeune suicidé qui avait été funérailles est entré à l'église par la porte du couvent. Pas la porte principale, mais c'était suicidé. Puis il était enterré au cimetière, dans la partie où c'était pas catholique, c'était avec les protestants. Ça a évolué énormément. J'ai assisté dernièrement également à une funéraille dans laquelle un membre de la famille a carrément dit, après la funéraille, témoignage, il a expliqué exactement le suicide. Puis il y avait des messages dans ce sens-là aussi, de prévenir le suicide, de surveiller ça. Alors, c'est extraordinaire de voir le travail que vous faites. Je vous en félicite. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas qu'on a une fierté aujourd'hui comme entité, mais on ne serait rien sans le rayonnement puis l'implication de chacun et chacune. Parce que des changements de mentalité, là, c'est par de petits gestes quotidiens. Et vous êtes crédibles dans vos milieux. Hein? On parlait du programme Sentinelle tantôt. Prenez des gens qui sont conscientisés, faites-les rayonner dans leurs milieux respectifs et on travaille ensemble à développer un vaste filet de sécurité. Et les gens qui sont ici autour de la table et la force du message aussi, parce que c'est certain qu'on va y revenir, c'est qu'on change toute notre vie. Et malheureusement, il y a des gens des fois qui pensent que eux autres, ils se feront jamais atteindre, que c'est l'âge, que c'est faible ou que les gens sont un petit peu... Personne, tôt ou tard, on peut en avoir des gens bêtes, hein? Et c'est là qu'on réalise qu'on a besoin de l'aide des autres. Alors, tant mieux s'il y a des gens qui n'ont jamais été un petit peu touchés ou écorchés par la vie. Mais si un jour les gens ont besoin, en tout cas, bien, ils savent où nous trouver. Puis souvent, ces gens-là, après coup, ils veulent s'impliquer parce qu'ils sont conscientisés. Si je peux me permettre un petit rajout par rapport à ça, je vous remercie de votre intervention parce qu'effectivement, de moins en moins, le suicide est conçu comme un tabou. Puis c'est important, ça, parce que ça démontre que les gens reconnaissent que c'est une problématique et qu'il y a nécessité d'agir par rapport à ça. Et de plus en plus, on le constate, les médias parlent davantage de suicide, font attention aussi à la manière dont elles parlent de suicide. Il y a davantage de gens qui s'informent, qui appellent à la ligne 1866, appellent pour demander de l'information, que ce soit pour eux ou pour quelqu'un de leur entourage. Donc ça démontre vraiment que les mentalités évoluent et c'est très important que ça continue. Nancy Desgagnés, suivi de Marc Saint-Hilaire. D'accord. Je voulais savoir, tu sais, on parle souvent de la clientèle des hommes, un peu d'âge mûr, tu sais, des jeunes aussi. Mais je voulais savoir la clientèle par rapport aux gens qui sont gravement malades puis qui ne voient pas de solution, un peu les gens un peu en fin de vie. Tu sais, est-ce que c'est une nouvelle clientèle? Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels de ce type de clientèle-là? Par rapport au projet de loi du gouvernement, pour l'aide à mourir, tu veux dire? Oui, l'aide à mourir, puis tout ça. Le projet de loi, finalement, l'aide à mourir, bien, ça a suivi son cours. C'est nouveau. C'est certain que, justement, cet après-midi, je vais donner une conférence sur un atelier. Il y a un atelier prochainement que je vais donner, c'est « Le goût de vie va-t-il un âge? Hein? » Et moi, j'inverse ça des fois. Je serais porté à dire en même temps, qu'est-ce qui nous garde en vie? Mais c'est certain que des gens qui sont fragilisés souvent par de la maladie, qui sont en perte d'autonomie, etc., mais s'ils sont bien enracinés et qui ont des soins, bien, ça peut quand même amoindrir, je dirais, la douleur. Mais c'est certain que si, comme société, on largue nos aînés, si tu te sens périmé, inutile, abandonné, en plus d'être souffrant, tu cours après des services, puis qu'on nous sert de la mesquinerie, dans un contexte de vieillissement accéléré de population, ça va peut-être créer un bizarre d'environnement. Par rapport aux aînés spécifiquement, on a eu l'occasion, la QPS, de faire une tournée du Québec dans les 3 dernières années. On a eu des événements régionaux qui ont été organisés, des journées sur le suicide et les aînés. Ça nous a permis de constater qu'en général, au Québec, les aînés vont relativement bien. D'ailleurs, si on regarde les taux de suicide plus attentivement, c'est chez les jeunes et les aînés que les taux de suicide sont les plus faibles au Québec. Puis c'est une particularité parce que si on compare avec l'ensemble de la planète, c'est généralement le contraire. Les taux sont inversés. Et ce que les journées nous ont permis de constater, c'est que les aînés vont généralement bien au Québec et qu'il y a un paquet, une multitude d'événements,
d'activités qui s'organisent partout au Québec pour créer des filets de sûreté autour des gens qui, à un âge avancé, vivent des facteurs plus vulnérables, qui les rendent plus vulnérables, comme par exemple de l'isolement, comme de la perte de facultés, le veuvage également. Donc ça, c'est des facteurs qui peuvent rendre quelqu'un plus vulnérable par rapport au suicide. Là où on doit agir par rapport aux aînés, c'est vraiment auprès des personnes qui travaillent, auprès des personnes aînées de façon quotidienne, de façon à ce qu'ils soient en mesure de reconnaître davantage les signes précurseurs du suicide et comment agir dans un tel cas. Par rapport à l'aide médicale à mourir, on avait une préoccupation assez importante par rapport à la perception que ça va amener chez les gens par rapport au suicide. Est-ce que, parce que il y a un projet de loi qui permet dorénavant de bénéficier d'aide médicale quand on est en fin de vie, pour accélérer un peu la fin de vie, est-ce que ça ne sera pas perçu comme étant un facteur qui pourrait amener une certaine acceptabilité sociale par rapport au suicide? Ça, on avait beaucoup d'inquiétudes, donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas nécessairement positionné pour ou contre, parce que, bon, la société évolue, les mentalités évoluent, puis il faut reconnaître ça, mais on a soumis plusieurs recommandations au gouvernement de façon à limiter au plus possible que cette perception-là vis-à-vis du suicide soit vue comme étant acceptable, notamment le fait que l'aide soit administrée uniquement aux personnes qui soient vraiment en fin de vie. Donc, de ne pas accepter nécessairement le fait qu'une personne vive la souffrance physique pour lui permettre de bénéficier de l'aide médicale à mourir, mais vraiment qu'elle soit octroyée à des gens qui sont diagnostiqués en fin de vie. Il faut avant tout aussi s'assurer l'accès des services et au soutien psychologique aussi. Exactement. Marc Saint-Hilaire, du Journal Le Quotidien. En préambule, vous avez souligné l'aspect responsable des auteurs de Yamaska en faisant appel à vous à travers le processus d'écriture. J'aimerais savoir, est-ce que c'est pratique courante? Est-ce que c'est chose commune? Parce que, bon, le suicide a été traité dans Yamaska, mais aussi, on voit dans d'autres téléromans, Lancez compte pour ne pas le nommer, où ça a été abordé. Puis, bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Est-ce que ce sont tous les auteurs, toutes les chaînes qui font appel à vous, qui font une démarche aussi responsable, ou souvent c'est laissé un peu au hasard? C'est très rare. C'est très rare que des auteurs communiquent avec nous, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'informent pas. Ils peuvent communiquer avec des centres de prévention du suicide. Il y a d'autres façons de s'informer. Puis on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Tu sais, je pense qu'il y en a qui, quand même, qui sont responsables, qui s'assurent d'avoir, de proposer les services, de faire connaître les ressources d'aide, de montrer que le suicide, c'est multifactoriel, etc. Mais c'est très rare. C'est très, très, très rare. Est-ce que vous avez dit que le jour de la diffusion, le filet de sécurité était mis en place? Est-ce que, justement, quand il arrive une émission comme ça, le volume d'appels augmente? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut être prêt et préparé? Oui, bien nous, ce qu'on a fait dans le cas de Yamaska, parce qu'on était au courant là, que ça allait se passer, donc il y a eu une présence sur les réseaux sociaux parce que la communauté, les téléspectateurs de cette série-là sont très, très, très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est assuré de transmettre des messages de prévention à l'équipe, aux gestionnaires des réseaux sociaux. On était même nous-mêmes présents. Donc, on a lu les commentaires, ceux qui nous semblaient plus problématiques, les gens qui nous semblaient en détresse, bien, on leur répondait directement. Ensuite, il y a eu des capsules de prévention, de sensibilisation qui étaient diffusées après les épisodes. Et aussi, bien, on a communiqué avec les centres de prévention du suicide, les gens qui répondent sur les lignes en leur disant, dans les prochaines semaines, on va diffuser beaucoup, beaucoup le numéro. Donc, c'est possible qu'il y ait une hausse des appels. Et il y en a eu. Je ne suis pas capable de chiffrer, mais il y a eu une hausse des appels. Ce qui est heureux là-dedans, même si ça a peut-être fragilisé certaines personnes, ils ont demandé de l'aide. Donc, oui, ça a été de cette façon-là qu'on a mis le filet de sécurité là, autour des téléspectateurs. Oui, c'est ma réponse. On dit fragiliser, par contre, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est pas ce qui va faire penser au suicide, dépendamment du type de traitement. Par contre, des gens qui souffrent en silence et qui, des fois, ont déjà des idées suicidaires, c'est certain que le fait de voir un événement comme ça ou des personnes endeuillées, donc des gens qui ont perdu un être cher, c'est certain que des fois, ça peut générer certains états d'âme.
D'où l'important, justement, qu'on dit toujours, quand on fait un reportage ou autre, de faire la promotion des services d'aide. Alors, chose qu'on a de plus en plus, cette belle collaboration-là avec les médias. Donc, éviter de certains types de traitements également. Mais justement, vous me faites penser, parce que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a quand même connu un drame en 2008 avec le pacte de suicide. On s'en souviendra de Cathy Gauthier et tout ça. Est-ce que les médias ont changé leur attitude depuis 2008 par rapport à ce drame-là? Parce que moi, je me souviens que nous, notre salle de nouvelles, on avait pris le soin d'appeler le centre de prévention. Je me trompe ou vous ne voulez pas que les médias identifient la cause exacte de ce qui aurait pu, étant donné que c'est multifactoriel? Bien, c'est pas la cause. Écoutez, ce qu'on dit souvent, parce qu'on a régulièrement eu la question, bien, écoutez, on en parle ou on n'en parle pas. Ce qu'on dit, c'est tout dépend de comment on en parle. Vous avez encore les grandes lignes, vous avez toute cette documentation-là, un feuillet, qui nous permet des fois de baliser, parce que vous avez des responsabilités différentes des nôtres, aussi la pression du temps, des fois de faire quelque chose d'original, mais en même temps aussi, ce qui est important, c'est d'utile, puis sans avoir d'effet pervers. Alors, c'est certain que ce qu'on a de plus en plus, on l'a établi, puis aujourd'hui, c'est un bel exemple en même temps de conserver cette belle collaboration-là. Parce qu'on pourrait arriver puis de dire des fois, bien, les médias, certains médias, mais il y a aussi un roulement normal de gens, des gens qui partent, des gens qui arrivent, et les gens n'ont pas toujours eu l'information. Alors, on dit toujours, il y a un bout qui nous appartient en même temps de renseigner, d'outiller, de créer des opportunités en même temps au lieu d'être sous la pression du temps, pour créer un contact que les gens, en même temps, apprennent un autre tantôt qu'on ne veut pas museler ou dénaturer. Mais ce qu'on veut, c'est simplement de renseigner sur certains types de traitements qui sont à proscrire. Alors, ce qu'on a beaucoup, et de plus en plus, c'est que les gens nous appellent préalablement, ou des fois, les gens vont nous appeler pour valider. Si j'amène ça comme ça, est-ce que c'est correct? Mais toujours dans une optique de professionnalisme et non pas de domestiquer, par exemple, les médias. Ça, je vous dirais que ça a été bâti. Le drame, c'est certain qu'il y a eu des pratiques qui étaient à proscrire et qui ont été abominables, qui ont eu des effets qu'on a eu à récupérer beaucoup. Parce qu'on dit souvent, les médias, souvent atteignent ce que ça nous prend 10 ans à faire. Quand tu fais un beau reportage, vous venez de nous rendre un méga service. Certains types de reportages nous font reculer de 10 ans. Et on ne sait pas toujours à qui ça s'adresse, qui nous écoute. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, puis avec la tribune qu'on propose, c'est des fois de dire on part avec un projet X, puis après coup, bien finalement, faire appel à des gens juste pour se renseigner ou du moins documentez-vous. Puis après ça, bien, ça permet de faire des choses utiles. Ça arrive souvent que des gens disent, pouvez-vous me mettre en contact avec une personne? Ça s'est fait encore la semaine passée, ça a donné lieu à un reportage qui, je pense, avait une utilité. Puis même des fois, je peux aider à faire l'entrevue parce que des fois, on peut ouvrir quelque chose qu'il faut refermer en termes de plaie. Alors, c'est tout ça. On a une expertise qu'on met en commun. Puis la particularité, la couleur de la région, pour aujourd'hui, c'est un grand ralliement des médias autour d'une tribune telle le cercle de presse. Et ça, j'en avais parlé avec Mme Boyer, avec les gens de la QPS, et ils l'ont aujourd'hui en direct. Ils disent « Ah oui, c'est particulier, on fait rien comme les autres. » Parce que justement, Mme Boyer, je vais vous donner la parole à Kate après, parce que moi, j'en aurais bien plus. Mais vous disiez que vous avez eu beaucoup de temps pour exposer justement tous les facteurs, tandis que dans les nouvelles, c'est pas nécessairement le cas. C'est ça que Laurent disait. C'est quoi finalement la complexité d'en parler, mais de bien en parler, d'après vous? Ah, moi, excusez, je pensais que vous parliez des nouvelles. Si vous regardez les nouvelles, vous voyez, parce qu'on en voit souvent quand même. Oui, bien, écoute, moi, je suis pas journaliste, fait que j'ai vraiment pas de leçons à donner à personne. Et je saurais pas trop, sincèrement, là, j'aurais besoin de me renseigner, moi aussi, savoir comment la traiter, parce qu'il y a quand même une obligation de renseigner. Il y a une nouvelle, il y a une information à donner. Mais je sais pas, j'aurais tendance à le faire comme moi je l'ai fait. J'ai une histoire à raconter, c'est pas du tout la même affaire. Là. Je fais pas de comparaison poche. Là. Une histoire, c'est une histoire, la vraie vie, c'est la vraie vie. Mais derrière tout ça, il y a des gens qui reçoivent ça. Et bien, justement, tu parlais des réseaux sociaux. Tantôt, j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de commentaires de gens qui avaient été des endeuillés,
qui étaient contents qu'on parle du suicide. Parce que je pense que ça a été longtemps une honte, vous le disiez, là, les gens rentraient par la porte de côté. Et même aujourd'hui, je pense que les gens, quand ils ont quelqu'un dans leur entourage qui se sont suicidés, ils vivent pas ça de la même façon que si cette personne-là est morte du cancer. C'est vraiment deux dossiers. Il y a comme quelque chose qu'on comprend pas non plus. Hein? On comprend pas trop pourquoi les gens se suicident, parce que si c'était juste une raison, ça serait tellement facile. T'sais. Puis c'est vrai que c'est multifactoriel, puis que c'est vraiment difficile de faire le deuil de quelqu'un qui s'est suicidé. Fait que je sais pas trop, en fait. Je pense qu'il faut y aller avec notre humanité. Ça serait c'est la seule affaire que je pense. Juste en lien avec ça, parce que je pense que vous avez fait une belle rencontre avant, quand vous commenciez à travailler sur votre projet, vous avez rencontré quelqu'un. Je ne veux pas vous le nommer, mais ça, je trouvais qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Oui, en fait, la personne qui m'a menée, parce que je voulais faire une petite recherche sur le suicide, et quelqu'un m'avait présenté à un homme qui venait de perdre son fils, là, même pas un an auparavant. Et puis, c'est lui qui m'a aiguillé vers la QPS, finalement, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est en voyant cette souffrance-là, parce que lui, là, il était quand ça fait pas un an que ton fils de 19 ans s'est suicidé, c'est quelque chose. T'sais. Moi, j'ai deux fils, puis à ce moment-là, j'en avais un qui allait moyen, puis écoute, à chaque fois que j'en parle, là, je viens vraiment très émotive, parce que j'étais restée comme 10 minutes dans mon auto avant d'aller le rencontrer, parce que je n'étais pas capable de me dire comment je vais m'asseoir devant cet homme-là qui a perdu son fils. T'sais. Et il y a plein de monde qui nous écoute, qui ont perdu quelqu'un. Puis ça, c'est une responsabilité. Quand tu l'as vu en face de toi, là, le père qui a perdu son fils, là, t'écris pas la scène pareil. C'est pas vrai que tu vas montrer ça de toi et manière, puis pour faire du super cinéma, tu sais. T'essayes de garder un petit fond d'humanité puis de penser à ça. Je trouve que ça vaut le coup. Je peux ajouter, là, mais par rapport, aux médias, au Québec, on est quand même, on se distingue par toute la recherche qui s'est faite sur le suicide et la prévention du suicide. Donc, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites, probablement dues à des taux effarants de suicide. Donc, on a accès à quand même beaucoup de connaissances sur ce qui a des effets bénéfiques, sur ce qui peut nuire aussi les gens plus vulnérables. Donc, je sais, les journalistes, faut faire le travail très rapidement, mais on a quand même accès à beaucoup de savoir au Québec, puis même les expériences cliniques, les expériences sur le terrain, très documentées. Donc, on est quand même chanceux, on a accès à un savoir sur ce qui fonctionne bien, les bonnes pratiques. En même temps, nous, on prône ces bonnes pratiques-là, mais on est réaliste. On sait que chacun a son travail à faire, les journalistes, les auteurs. Donc, il faut s'en approcher le plus possible. Dans les bonnes pratiques, c'est de ne pas, idéalement, mentionner les moyens. La personne qui a utilisé, quel moyen utiliser pour se suicider, parce qu'on sait que ça peut avoir des effets chez les personnes qui pensent se suicider avec le même moyen. Fait que ça, c'est documenté. Après ça, montrer l'aspect multifactoriel, comme on en parlait tout à l'heure, pour pas qu'une personne fasse l'équation, intimidation, suicide, je suis intimidée, donc peut-être que pour moi aussi, le suicide pourrait être une option, une solution. Fait qu'il faut vraiment éviter tout ça, là, ces raccourcis-là, parce qu'on est dans un changement de mentalité, un changement de culture. Donc, il faut faire en sorte que le suicide sorte de notre coffre à outils pour mettre fin à nos souffrances. Il y a d'autres moyens. Voilà. Kate Tremblay de TVA. Oui, bien, vous parliez tout à l'heure de votre rêve, je pense, on peut le dire comme ça, d'un Québec sans suicide. Je regardais rapidement un peu les chiffres que vous nous avez fournis. Je voyais qu'au Québec, depuis 2007, on parle autour de 1100, que c'est assez stable. Est-ce qu'on a une comparaison que vous pouvez me faire par rapport, vous parliez tout à l'heure des accidents de voiture, là, au début des années 80, comment ça a évolué? Et je reviens peut-être, sans parler nécessairement du conflit automobile, mais on sait qu'on est dans une période économique aujourd'hui qui n'est pas évidente. J'entendais encore ce matin des gens parler de fermeture de commerce, que tout le monde se sentait un peu coincé, les ménages ont de plus en plus de difficultés. Est-ce qu'on est dans une période, justement, où on pourrait malheureusement voir une certaine augmentation, où on est toujours proactif et justement, le but, c'est de ne pas en arriver là. Donc, peut-être en deux volets, là, ma question. Si je parle spécifiquement des statistiques reliées au suicide, je parlais de la courbe des décès sur la route qui est passée de 1500 à 400 en 30 ans à peu près. Ça a été une courbe descendante et constante. Si on fait le parallèle, à la même année où il y a eu 1500 décès sur la route, la même année, il y avait eu 1100 suicides au Québec, ce
qui est à peu près exactement le même chiffre que la dernière donnée qu'on a, qui est celle de 2012. Sauf que la courbe a été différente, c'est-à-dire que c'est pas resté stable, c'est monté très, très haut, jusqu'à autour de 1600 suicides en 99, l'année où on a atteint le pic en termes de nombre de suicides au Québec. Et ça a connu une baisse assez significative, je vous dirais, là, au début des années 2000. Puis une des principales raisons qu'on a associées à ça, c'est notamment la mise en place de la stratégie d'action nationale face au suicide, qui prévoyait un paquet de mesures très importantes qui ont eu un impact significatif, notamment la mise en place de la ligne 1866 appel 24 heures par jour, 7 jours par semaine, partout au Québec. Donc, à partir de ce moment-là, les gens pouvaient appeler, peu importe où ils étaient, puis d'avoir accès à un intervenant formé immédiatement. Donc ça a eu un bel impact. On a aussi investi beaucoup dans les formations, donc la mise en place de formations sentinelles, formations aux intervenants, de façon à ce que les gens soient davantage outillés pour intervenir auprès des personnes plus vulnérables. Depuis 2003, cette stratégie-là a cessé. Je ne veux pas faire de lien de cause à effet parce que le suicide, c'est multifactoriel, mais à partir de 2007, on a vraiment une stagnation du nombre de suicides. Donc, un bon an, mal an, on se tient autour de 1100. Le taux de suicide, lui, a tendance à descendre parce que la population québécoise, elle augmente, mais ce n'est pas suffisant pour nous parce que les gens continuent de souffrir, le Québec continue de s'appauvrir à chaque suicide. Chaque suicide, une onde de choc, évidemment, dans l'entourage de la personne suicidée. On compte en moyenne 10 endeuillés qui se retrouvent avec la souffrance qui est morcelée par la suite. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui souffrent au Québec, qui ont besoin d'aide. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à agir et c'est pour ça qu'on a identifié les mesures qui, selon nous, vont être efficaces si on les applique à fond. As-tu quelque chose à ajouter? J'aurais peut-être quelque chose. Écoutez, ça prend une volonté formelle, je pense. Comme société, on en a de l'argent. Oui, on a des déficits, mais dépendamment de ce qu'on va prioriser aussi. On regarde, puis encore une fois, c'est peut-être en termes de corrélation, mais pas de compétition. On sait que le suicide fait 2,5 fois plus de décès que les accidents de la route. Alors, on entretient les gains. J'ai travaillé au niveau de la prévention de conduite et facultés affaiblies, port de la ceinture de sécurité en 1984. Alors, quand ça va être une priorité nationale réelle et qu'on va nous donner les moyens de faire ce qu'il faut, je pense qu'on va continuer à réduire. C'est certain que même si je vous disais que c'est ainsi que c'était bon pour le moral que d'écouter les nouvelles, je vous mentirais. D'où l'importance, par contre, tout le monde, de se rallier pour passer au travail. Les générations antérieures étaient probablement moins bien nantis que nous autres. Il y a eu des luttes. Il y a beaucoup de programmes qu'on a, c'était à force d'efforts, de lutte, de mobilisation. Alors, peut-être qu'on a de grands rendez-vous et peut-être qu'on aura des choix au Québec à faire. Mais on peut être porté à croire des fois que, un accidenté peut continuer à vivre. On va dire qu'il y a un coût social, si on le prend juste en termes financiers. On va dire des fois une personne qui s'enlève la vie et puis là, les 10 en moyenne qui restent là, n'oubliez pas une chose, si ces gens-là ne reçoivent pas d'aide, des fois, ils tombent un petit peu en survie. Et d'autres fois, s'ils ne reçoivent pas d'aide, statistiquement parlant, pendant au moins 2 ans, ils sont plus à risque, eux autres mêmes, des fois, de commettre l'irréparable. Il y a un coût à ça aussi. Il y a un coût. Je vais parler peut-être de politique avec M. Gaudreault. En fait, je crois savoir qu'on a, dans le cadre des coupes annoncé par Québec, vous avez failli ou vous avez passé sous le couperet. Est-ce qu'on a réduit finalement vos enveloppes? Oui, effectivement, dans l'effort de restriction budgétaire qui a été fait dans le réseau de la santé, nos enveloppes n'ont pas été coupées proprement dit. On est financé de l'argent qui nous provient du gouvernement. On a 2 sources de financement. D'abord, ce qu'on appelle le PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires, qui, lui, est indexé à chaque année. Ça, de ce côté-là, ce programme-là n'a pas été coupé, mais l'indexation, elle, a été coupée. Donc, au lieu d'avoir une augmentation statutaire de 3 qu'on servait bon an, mal an, ça a été réduit à 1 Donc, ça, pour nous, c'est de l'argent qui est budgété.
L'autre source de revenus qu'on a, c'est de l'argent qui provient de certains programmes qui sont destinés à implanter des nouveaux projets qui ont un certain impact dans la communauté. Ça peut être des projets en intervention, ça peut être des projets en prévention. Et ça, de ce côté-là, les organisations telles que la nôtre, telles que les centres de prévention du suicide, ont connu des coupes importantes dans ces budgets-là. Donc, ce qui nous restreint, évidemment, dans la portée d'action. Ça correspond à peu près là, pour le centre de prévention du suicide? Parce que je pense pas que ce soit on n'est pas encore rendu là, mais il ne faut pas penser, des organismes comme les nôtres, puis on ne veut pas encore une fois faire pitié. De toute façon, je pense que quand on est touché par des coupures, ça déstabilise toujours. Mais au-delà des coupures, c'est en même temps un flou. Quand tu sais où tu vas, c'est une chose. Si on dit à des gens, faites-nous confiance, confiance par rapport à quoi? Alors, c'est certain qu'on parlait de stratégie d'action. Finalement, quand on se base sur des stratégies, si en cours de route, il y a des changements, encore faut-il connaître ces changements-là. Mais si tu as un flou, si tu as un vide, c'est difficile de stimuler tes troupes. Et autre particularité, on parlait tantôt d'une société qui est fragilisée. C'est plutôt rare que les gens qui offrent des services qu'on va penser à eux autres pour dire « puis vous autres, comment ça va? » Mais si les gens qui offrent des services sont aussi fragilisés, c'est un petit peu plus hasardeux. C'est plus tannant. Les besoins par rapport au financement, ça nécessiterait une politique ou du moins une stratégie d'action? On ne l'a pas quantifié parce que la difficulté qu'on a, c'est que nous, on ne peut pas dire, par exemple, donne-moi 10 millions de dollars, je vais réduire le taux de suicide, je vais réduire le nombre de suicides de la moitié en quelques années. Ça ne marche pas comme ça, la prévention du suicide. C'est vraiment l'accumulation d'une série de facteurs. Il y a des mesures qui coûtent, oui, de l'argent parce que ça demande des ressources principalement humaines, mais il y a d'autres opportunités qui, elles, ne coûtent pas, qui coûtent beaucoup moins cher, comme par exemple contrôler l'accès aux moyens. Ce sont des mesures qui sont peut-être un peu plus faciles à implanter, mais encore faut-il avoir la volonté de les mettre en place. Donc non, on n'a pas chiffré spécifiquement les mesures. S'il n'y a pas d'autres questions, ça mettrait fin à ce cercle de presse. Juste un petit... J'ai eu un témoignage ces dernières semaines. Ça m'a touché en lien avec tantôt ce que vous aviez dit, monsieur. Vous savez, on contribue à changer des mentalités. Les gens disent, tu ne peux pas changer la société ou des mentalités. Je regrette, la société, elle change. Même si on ne toucherait pas, elle va changer. Les mentalités ont changé. Une personne qui m'a dit à un moment donné, cette personne-là avait été touchée en très bas âge, suicide d'un membre de sa famille, donc différents événements. Et du jour au lendemain, les parents, là on parle il y a 30 ans, les parents ont dit, vous arrêtez de vous tenir avec cette personne-là. Ils sont bizarres, ils sont malades, etc. Je pense qu'aujourd'hui, probablement qu'on se comporterait différemment. Ça fait partie, entre autres, des gains, des changements de mentalité. Merci à vous tous de vous être déplacés.